Et chers résilients, je vais profiter de ce trajet un peu long, j'en ai pour une trentaine de minutes, pour vous raconter un peu mes débuts en Occident. Le souci, c'est que lorsque certaines personnes vous voient aujourd'hui, elles pensent que vous êtes né avec tout ça déjà, les choses ont été hyper simples pour vous. Un matin, vous vous êtes levé et puis on vous a dit tenez, prenez, prenez, prenez. Et puis, résultat des courses, vous avez ce que vous avez. Détrompez-vous, chers résilients. À chaque fois que vous voyez des personnes qui ont accompli un certain nombre de choses, quel que soit cet accomplissement, ça peut être quelqu'un qui a réussi à son examen. Il passe par exemple son baccalauréat, son doctorat, son master. Ne vous dites pas que c'est facile pour cette personne. C'est le résultat d'une préparation en amont. C'est parce que cette personne-là, en amont, a travaillé, a révisé ses leçons, souvent de manière quotidienne ou à une certaine période, s'est focalisé pour les révisions. Et ce n'est qu'ainsi, en fait, que vous avez ces résultats-là qui sont appréciables et qu'à la fin, on a l'impression que c'est trop facile. Vous allez voir quelqu'un dire que il n'est que médecin. Il a fait seulement 7 ans, il vient bavader ici. Mais pourquoi vous n'allez pas aussi faire les mêmes 7 années que lui pour être médecin? Pourquoi vous restez seulement au quartier pour parler et dire que oui, ce n'est que 7 ans? Vous savez, chers résilients, quand on veut quelque chose dans la vie, on doit apprendre à célébrer les personnes qui ont déjà cela. Si vous êtes toujours dans l'état d'esprit de vilipender les gens qui ont réussi, de minimiser en fait leur réussite, je vous assure que vous n'allez pas aller bien loin. Parce que vous ne pouvez pas en fait être dans la posture de quelqu'un en fait qui est là, qui dénigre et qui va avoir la même chose. Ce n'est pas possible. Je vous assure que ce n'est pas possible. Et les lois de la nature sont tellement claires là-dessus. À un moment, vous devez respecter ces lois-là. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas ces lois, chers résilients, vous n'aurez rien du tout. Vous ne pouvez pas être là. Vous voulez avoir un enfant, vous voyez une femme enceinte, vous êtes en train de la critiquer comme jamais. Vous voyez une maman qui a ses enfants, vous critiquez. Mais vous voulez être maman. Vous ne pouvez pas être là, vous voulez avoir de l'argent. Vous voyez quelqu'un qui a cet argent-là et vous commencez à dire des bêtises à son sujet. Pourtant, vous ne connaissez la personne ni d'Adam ni d'Ève. Tout ici, tout ce qui sort de votre bouche, ça construit votre vie comme ça détruit votre vie. Et dites-vous que si vous voulez construire votre vie en permanence, vous devez proférer des paroles créatrices. Si vous êtes toujours dans des paroles qui sont destructrices autour de vous, des paroles rabaissantes, vous êtes toujours en train de critiquer, de blesser les autres, vous n'allez pas aller bien loin dans la vie, je vous assure. Vous n'irez pas bien loin parce que vous serez toujours derrière la personne que vous critiquez. Comme on dit, quand vous êtes en train de critiquer quelqu'un, vous êtes derrière lui et pas le contraire. Attendez, j'ai un instant de pause. Qu'est-ce qui se passe? On est en convoi. Ok, no problem. Voilà, donc ici, en termes de vitesse, il faut y aller, il ne faut pas être trop lent. Il y a des voies, vous avez un certain minimum à respecter. Donc, il faut speeder à des moments. Là, on était un peu lent et donc, il faut qu'on accélère. Donc, j'étais en train de vous dire tantôt que vous devez célébrer les personnes qui ont réussi les choses qui vous intéressent. Si vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'argent et votre rêve, c'est d'avoir assez, c'est de bâtir quelque chose. Et vous voyez quelqu'un qui a bâti cette chose-là. Vous devez élever cette personne-là. Parce que si vous ne l'élevez pas, il y a de fortes chances que vous n'y parviennent pas, que vous ne parveniez pas à ce résultat-là. Pourquoi? Parce que la loi de la nature obéit et répond à tout le monde. Donc, si vous n'êtes pas attentif, je vous assure que ce sera très compliqué. Ce sera très compliqué. Donc, faites très attention à vous au quotidien. Moi, je vous dis, chers résilients, c'est des petites choses comme ça qui semblent banales, mais malheureusement, qui ont leur place dans le processus de réussite de tout
soit ce que vous voulez accomplir aujourd'hui, vous devez être dans la célébration des personnes qui ont accompli ça. C'est-à-dire que c'est une loi inébranlable. Vous attirez à vous ce que vous vibrez au quotidien. Vous attirez à vous ce que vous proférez au quotidien, ce que vous êtes au quotidien. Donc vous ne pouvez pas être là, vous émettez sur en fréquence par exemple FM 94 et vous écoutez quelqu'un qui est sur la FM 90. Non, ce n'est pas possible. Vous serez toujours dans le couloir de la 94. Les personnes qui y seront, vous écouteront, émettront également. Et c'est comme cela que vous allez grandir ensemble et pas autrement. Donc faites très attention, chers résilients, à ces petits détails au quotidien. Attendez. Donc, c'était une parenthèse. Quand j'arrivais en Occident, en France précisément, j'ai rencontré beaucoup de monde dans la communauté. Et entre autres personnes que j'ai rencontrées, il y a certaines personnes qui me recommandaient de ne pas sortir de la communauté afro, c'est-à-dire de rester toujours avec les Camers ou alors les Africains de façon générale. Et qu'il n'y avait rien de bon à aller dans des communautés mixtes ou d'autres types de communautés. Et j'ai eu également des personnes qui me disaient, ben, restez toujours avec les gens avec lesquels on est venu, ce n'est pas la bonne approche. Pour mieux s'intégrer dans un nouvel environnement, il faut aller vers les personnes qui sont dans cet environnement-là. Il faut les côtoyer au quotidien. Il faut vivre avec eux de près afin d'être au cœur de tout et de comprendre davantage le système. Parce que le problème de certains Africains, quand ils arrivent, c'est qu'ils sont juste dans le mood où, voilà, on reste entre nous. Ça fait qu'ils n'apprennent jamais rien. Ils restent avec des informations qui sont souvent biaisées. Et pour exemple, lorsque je devais refaire mon titre de séjour, je quittais d'étudiante à salariée. Dites-vous que j'ai eu une tante qui m'a donné des informations qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Et sur le moment, quand elle en parlait, mais laissez tomber, c'était en mode ces informations. Heureusement pour moi, j'ai pris le temps en fait de recouper cette information-là. Et quand je recoupe l'information, je me rends compte que c'est absolument l'opposé de ce qu'il faut faire. Imaginez-vous, j'avais entamé une démarche comme celle-là. Et sachant que le temps pour obtenir le titre de séjour, il faut s'y prendre 2 mois à l'avance. Moi, j'étais déjà 1 mois et demi. Donc, imaginez-vous, j'avais démarré avec la mauvaise procédure, la mauvaise approche. Je me serais retrouvée avec un titre de séjour qui a expiré. Vous voyez un peu comment le conseil qu'on peut avoir lorsqu'on est dans la communauté. Je ne dis pas que vous tomberez toujours sur des personnes qui vont vous donner des mauvais conseils. Je dis simplement qu'à un moment, il faut sortir de la communauté. À un moment, il faut aller à la rencontre d'autres personnes. Et quand j'ai demandé à des personnes hors de la communauté, ces personnes-là m'ont orienté vers la préfecture en me disant, Chimène, c'est mieux en fait d'aller à la préfecture pour avoir la bonne information. Pourquoi demander aux gens à gauche et à droite? Vous voyez comment les gens peuvent, n'ayant pas l'information, vous orienter vers la bonne information. Malheureusement, entre nous, ça se vérifie surtout quand vous êtes dans certains pays en Afrique. Quelqu'un vous demande son chemin, vous ne connaissez pas. Au lieu de lui dire gentiment que vraiment je ne connais pas, écoute, je peux regarder peut-être sur Google, je peux questionner également avec toi les personnes qui pourraient avoir l'information dans le coin. La personne vous oriente dans une mauvaise direction. J'ai eu ça très souvent quand on venait d'arriver en Afrique. Beaucoup de personnes qui vous orientent vers la mauvaise destination. Et vous voyez, ça c'est le problème en fait de certains dans la communauté. Ne pas savoir dire je ne sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Et comme je disais tantôt, il faut sortir de la communauté africaine. Il faut aller vers d'autres communautés. C'est comme cela qu'on s'enrichit. C'est comme cela qu'on apprend. C'est comme cela qu'on intègre de nouvelles manières de faire, d'être. Chemin faisant, donc, j'avance et je me retrouve très souvent en fait dans les soirées africaines, les soirées afro. Et lors de ces soirées-là, moi j'y vais en fait pour principalement gagner ma vie parce que je fais beaucoup de jobs étudiants, c'est compliqué pour moi. Je dois payer mes études, je dois payer mon logement, je dois payer mes vêtements, mes assurances, etc. Donc quand moi j'y vais, c'est pour des jobs. Et pendant ces soirées-là,
il faut voir comment les frères et les sœurs de la communauté claquent l'argent. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence, il farote, on appelle papa l'argent, maman dollar, maman euro, elle se lève, elle farote, elle farote, elle farote. Vous imaginez? Et sachant que sur la table de ces personnes-là, vous allez voir les vins, les boissons hyper chers, les champagnes, mouettes, etc. C'est-à-dire que quand vous avez une table comme ça, on vous acclame, on dit oui. Et imaginez-vous quand vous finissez avec ces soirées-là. Certains finissent, ils se retrouvent en mode fauché pour la fin du mois. Et j'ai vu souvent des papas yéyés à ces soirées-là, des mamas yéyés faroter. Et puis, au milieu du mois, commencer à racoler par-ci, par-là. Ne plus avoir de quoi mettre, par exemple, l'essence dans le véhicule. Ne plus avoir de quoi s'acheter à manger. Avoir une difficulté ponctuelle et ne pas être en mesure, en fait, de gérer cette difficulté ponctuelle-là. Je ne sais pas si vous réalisez comment on peut en arriver là. C'est-à-dire que tout ça pour paraître. Et on est trop dans le paraître dans notre communauté. On est trop dans le paraître, je vous assure. Si on se focalise davantage sur nous, sur ce qu'on souhaite, notre bien-être, je vous assure qu'on n'aura pas ces soucis-là. On n'aura pas ces problèmes-là. Parce que les gens, finalement, vivent pour les autres. Et pour les gens même qui n'ont rien à faire d'eux. Vous imaginez vivre pour quelqu'un qui n'a rien à faire de vous. Vous passez votre quotidien à acheter des choses pour les impressionner. Dans le fond, eux, ils ne vous calculent même pas. Vous imaginez comment ça peut être dur de vivre ainsi? C'est un truc de fou, je vous assure, vous ne réalisez peut-être pas, mais il y a des gens qui vivent pour autrui dans la communauté. Et ça, c'est un constat que j'ai très vite fait en côtoyant en fait les afros. Et ce constat-là, ça m'a vraiment sidéré, quoi. Je me suis dit, mais c'est vraiment dommage d'en arriver là. Pourquoi impressionner les gens si à la fin, on n'arrive pas à manger chez soi? Si à la fin, on a des problèmes de 100 euros, 200 euros, pourtant on a faroté quasiment 500 euros, voire plus à une soirée comme ça. Et il y a des gens qui vont à 1, 2, 3 soirées par mois. Vous imaginez, tout leur argent, c'est dans les vêtements, les accessoires, les bijoux, et puis dans le farotage. Quelle manière de vivre, chers résidents. Avançons. Vous avancez, je me faisais mes petits jobs tranquillement, je gagnais mes miettes. Et à un moment, j'ai habité avec une famille élargie là-bas. Ça m'a permis d'économiser davantage et pour un certain nombre de raisons, il a fallu en fait que j'emménage toute seule. Quand il a fallu emménager de nouveau toute seule, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché en fait une colocation. Et dans un premier temps, en fait, je cherchais des logements contre service. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. En fait, le concept de logement contre service, c'est simple. Ça veut dire que quelqu'un qui est propriétaire vous héberge et contre cet hébergement-là, vous rendez des services à cette personne-là. Donc, c'était ça le principe de logement contre service. Et ce principe-là, moi, j'ai trouvé ça génial. Le principe de logement contre service, parce que je me disais que tiens, je n'ai pas assez, c'est compliqué pour ma part, je n'ai pas assez, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est la solution, logement contre service, parce que là, je vais pouvoir économiser un max. Ce que je mets en fait dans le loyer, ben, j'aurais pu la mettre dans le loyer et puis ce sera en mode, voilà, j'épargne ça et puis je fais je gère d'autres projets avec. Ah, purée. J'en ai déjà parlé lors des lives. Ça veut dire que cette affaire de logement contre service, première personne sur laquelle je tombe lorsque je suis en train de chercher sur le bon coin. J'échange avec la personne et puis la personne me dit oui. Je dis c'est quoi exactement les services que je dois rendre? Ah là là, c'était quelque chose, cher résident. En termes de services, la personne n'arrivait pas à me dire concrètement ce que je devais faire dans la maison. Et moi, je suis, mais soyez précis, je ne comprends pas en fait. Il me dit non, je serai là pour tenir compagnie. Mais qu'est-ce qu'on met dans tenir compagnie? Je suis seule, voilà, j'aimerais quelqu'un pour être souvent là, pour pas être seule et tout. Mais là, commencer à dire que tu as besoin de quelqu'un avec qui tu vas échanger au quotidien, de quoi concrètement as-tu besoin? Non, mais quand je creuse et je comprends le poteau rose, oh là là, je réalise qu'en fait, son affaire de logement contre service,
bah, c'était de le réchauffer dans tous les sens du terme. C'était d'être sa couette, c'était d'être, je sais pas, sa partenaire, mais sauf que partenaire uniquement dans le lit. Et ben dis donc, et là je me dis, cette affaire-ci, je passe mon tour. Mais je ne désespère pas parce que on me dit que là-bas, il y a mille et une personne, quoi. Si tu es tombé sur une personne un peu limite, ça ne veut pas dire que tout le monde est limite dans cette affaire. Et c'est comme cela que je poursuis mes investigations. Je tombe sur une deuxième personne qui me dit, oui, en service, c'est des petites choses. Par exemple, faire des... nettoyer, par exemple, dans la cuisine, ranger, peut-être sortir la poubelle. Donc, il me liste 2-3 tâches comme ça. Et je me dis, ben voilà, ça commence à venir. Ça me parle plus, cette tâche-là. Et pour finir, en fait, il me dit, mais il y aura aussi des petits suppléments de temps en temps. Je lui dis que, mais c'est quoi le supplément? C'est quoi cette affaire de petits suppléments? Il me dit que oui, de temps à autre, me tenir compagnie. Comme j'avais déjà eu le coup avec le précédent, tout de suite, j'ai capté quoi. Tout de suite, j'ai compris ce que c'était de tenir compagnie. Et là, je me dis, mais purée, cette affaire de logement contre service là, est-ce que je vais y arriver? Et c'est comme ça que je passe également mon tour. Je lui dis que non, vraiment, voilà, je peux pas, c'est pas possible. Et il me dit de réfléchir et tout. Et je décide en fait de laisser cette affaire de logement contre service et de chercher un logement normal et puis payer normalement mon loyer en colocation et ça pourrait être beaucoup moins cher. Et je décide également de m'excentrer parce que quand je suis arrivée, la première colocation que j'ai eu à faire, c'était une colocation qui était vraiment à côté de tout. J'étais au cœur de la région parisienne, du côté du 92 et non, du côté de, ça s'appelle comment, de Sartrouville, mais proche 92, la frontière avec le 92. Et ensuite, quand j'ai aménagé dans l'autre logement, type famille, j'étais dans le 92, j'étais à, ça s'appelle comment, j'étais à 2 minutes à pied de la Défense. Je pense que beaucoup connaissent la Défense ici. Et j'étais donc à 2 minutes, 3 minutes à pied, quoi, tranquille. Je me suis excentrée. Je suis partie maintenant dans le 78. Le 78 ici, pour les personnes qui sont en région parisienne, c'est tout ce qui est, ça s'appelle comment, j'oublie le nom de la ville, j'oublie le nom, mais en tout cas, je suis allée au fond du 78. Et ça fait que quand j'ai poursuivi avec mes jobs, j'étais très embêtée. Pourquoi? Parce que en termes de job, je me retrouvais à faire 2 heures de transport pour me rendre à un job et 2 heures pour retourner. Vous imaginez le truc, c'est juste waouh quoi. C'est-à-dire que vous avez le temps de dormir, de vous réveiller, vous n'êtes pas encore arrivé. Ça me faisait un aller-retour quasiment 4 heures. Vous imaginez, je dormais généralement dans les transports où je lisais des livres. Et ça me fatiguait énormément de faire ces trajets-là parce que je poursuivais en même temps en fait mon stage quand j'étais en période de stage ou alors j'étais à l'école et je faisais ces jobs en même temps. Donc ça fait que j'étais toujours fatiguée. C'est-à-dire que mes camarades, mes potes me disaient mais c'est quoi cette affaire? Tu es toujours casse. Et de surcroît en fait je ne me retrouvais jamais dans les soirées estudiantines, vous savez, tout ce qui était organisé, les fêtes, les ceci. Non, moi, je ne participais jamais à ça. Pourquoi? Parce que ben, je n'avais pas, en fait, le temps pour y aller. J'étais tout le temps fatiguée. Et donc, pas moyen, en fait, d'y aller. Moi, j'étais en mode, il faut que je puisse gérer mes loyers, mon loyer, que je puisse gérer mes différentes charges. Donc, je passe une bonne période où je suis à fond, côté job, à fond. On m'appelait la reine des jobs. Tellement je connaissais tous les couloirs. En termes de job, bah, c'était mon couloir. Il n'y a pas un job, sincèrement,
que je n'ai pas fait. J'en ai fait une panoplie de jobs. J'en ai fait, mais vraiment une panoplie. Au point où c'était déjà, j'ai envie de dire, une seconde nature pour moi. Au point où je ne pouvais pas rester comme ça sans faire de job, je vous assure. Pour moi, jobber, c'était la base. C'était la base, the place to be. J'étais une jobbeuse professionnelle. Et chemin faisant donc, je rencontre du beau monde parce que l'avantage également de ces jobs, c'est que vous rencontrez des gens, vous gagnez des sous, vous allez dans des soirées, vous faites pas mal de choses. J'ai par exemple partagé les journaux, j'ai également fait des questionnaires dans les transports, j'ai été cliente mystère, j'ai également fait, ça s'appelle comment, les checks au niveau des arrêts bus, j'ai également été serveuse, j'ai été hôtesse, j'ai fait vraiment plein de jobs quand j'étais étudiante. Et tous ces jobs-là, je ne regrette pas aujourd'hui. Peut-être que j'aurais fait différemment de manière un peu plus smart, c'est-à-dire parce que je m'épuisais physiquement pour faire tous ces jobs-là. J'étais constamment en fait fatiguée. À la fin de la journée, j'étais claquée en permanence. Or aussi, j'avais quelque chose que je faisais en ligne. Je pense que les choses n'auraient pas été pareilles. Je pense que si j'avais déjà découvert en fait la puissance des réseaux sociaux, je pense que ça aurait été différent. Je pense sincèrement. Je pense sincèrement que j'aurais peut-être gagné encore plus d'argent parce que les réseaux sociaux aujourd'hui offrent tellement de possibilités, d'opportunités. Vous pouvez être chez vous et puis vous travaillez et vous faites beaucoup d'argent depuis votre maison. J'ai partagé déjà sur la chaîne de nombreuses idées business en fait que vous pouvez lancer depuis le confort de votre maison, que vous soyez femme au foyer, que vous soyez en mode job à domicile, job à la maison, histoire de maximiser. Donc, dites-vous que dans ce périple-là, j'ai connu des hauts et des bas, j'ai eu mes coups durs, j'ai eu des moments où j'ai douté, des moments où j'ai pleuré, je me suis effondrée, des moments où, voilà, je me demandais est-ce que c'était pas la vie qui s'acharnait en fait sur moi. Vous imaginez, vous arrivez dans un pays et la personne vous frappe. Vous n'avez pas de logement. Vous vous retrouvez là dans la rue, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Imaginez-vous, vous venez d'arriver dans un nouvel environnement et c'est comme ça. Je vous assure que vous ne réalisez peut-être pas, mais c'est quelque chose en fait qui vous tue le moral. Ça veut dire que vous vous retrouvez dans une situation tellement délicate et étant jeune étudiant, ayant quitté sa famille, sincèrement, vous étiez chez vous, vous vous dites mais pourquoi j'ai même laissé la maison de mes parents même pour aller étudier en Occident? Ça veut dire que vous avez le temps de vous remettre tellement en question. Heureusement pour moi, en fait, l'école m'a prise en charge. L'école s'est portée garant pour moi, pour un logement, à régler tous les papiers. Et moi, j'ai fait une attestation une attestation comme quoi, en fait, je leur dois. Donc, vous signez les papiers. Donc, c'est l'école, en fait, qui a pu me trouver mon premier logement quand je suis arrivée, après m'être faite escroquer. Et imaginez-vous la pression. Déjà, vous avez les dettes que vous avez laissées en Afrique. Ah, purée. Oh, my God, my God. Ça veut dire que vous avez toutes ces dettes-là que vous avez laissées. Et vous vous retrouvez là à avoir votre scolarité à payer. En plus de votre scolarité que vous devez payer, vous vous retrouvez également à devoir gérer un double logement. Parce que oui, j'avais déjà payé. En fait, en venant avec les parents, nous avions déjà payé pour le logement. Du coup, cette paye-là a été jetée par les fenêtres parce qu'à la fin, ça n'a pas été utilisé. Donc, imaginez-vous, chers résilients. Et c'est comme cela que je comprends que je ne suis pas comme les autres. Je n'ai pas les mêmes problèmes que les autres. Je dois taffer doublement parce que déjà, à la base, l'objectif, c'était de bosser. Et là, je comprends direct que je n'ai pas droit à l'erreur, quoi. Je n'ai pas droit à l'erreur parce que ici, là, c'est le nerf de la guerre. Et c'est comme cela que je commence tout de suite à demander une césure. Je demande à l'établissement, en fait, une césure. Une césure ici, c'est lorsque vous arrêtez votre parcours
afin de vous concentrer sur des jobs pour acquérir de l'expérience, par exemple. Vous vous doutez bien que dans mon cas, ce n'était pas une affaire d'expérience. C'était d'abord une affaire que il me fallait l'argent, il me fallait renflouer les caisses. Les caisses étaient vides. Il me fallait renflouer les caisses. Donc, c'est comme cela que je débute dans ces différents stages-là. Et je reprends les études après avoir fini mon année de césure. Ça a été un parcours quand même riche, beaucoup de challenges, beaucoup de moments de doute. J'ai pleuré très souvent. Et lorsque je reprends, il y a un certain nombre de choses que je dois valider. Je précise que je fais un master entièrement en anglais, 100% anglais. Et déjà, il y avait au début, quand je venais d'arriver, il y avait le défi de la langue. Je croyais que je me battais en anglais, mais quand vous avez un professeur américain qui commence à vous rouler l'anglais américain, vous comprenez que l'affaire que vous dites « I don't talk, c'est I say ». Ça n'a rien à voir. Après, le suivant vient. C'est un anglais. Il commence, il roule l'anglais de l'Angleterre. Bim, vous vous dites « Mama Sarah ». Ensuite, vous avez un Chinois qui arrive. Il a un accent, un genre. Il faut comprendre bien ce qu'il dit. Ça veut dire que chaque jour, c'était pour moi en fait un combat. Ça veut dire que rien que être à jour lorsque le cours était dispensé, c'était mon combat ultime. Et c'est comme ça qu'au fil de l'eau, en fait, je m'habitue progressivement. Il y a les travaux de groupe. Vous savez, quand vous êtes en école de commerce en France, j'ai fait l'ESSEC, vous avez des travaux de groupe à n'en pas finir. Et c'est comme cela que je vis des choses qui sont horribles. À un moment, imaginez, vous avez un travail de groupe, vous finissez de bosser pendant 2-3 jours. Vous remettez votre travail, ils prennent en fait, vous êtes un groupe de 4 personnes, voilà. Ils prennent votre travail et ils ne mettent pas votre nom dans le rapport final. Purée. Et c'est comme cela que quand ils ne mettent pas votre nom, c'est comme si vous n'avez pas bossé en fait. Et là, le jour de la présentation arrive, tu es en mode, tu te lèves pour aller présenter avec les autres et tu te rends compte qu'il n'y a pas ton nom, les gars se sont répartis le travail. Vous vous êtes vus, vous avez eu à échanger, mais sauf qu'à la fin, ils n'ont pas mis ton nom. Raciste, purée. C'est-à-dire que ce jour-là, ma tête a jeté l'air, comme on dit au Cameroun. Oh, purée. C'est-à-dire que j'étais remontée. C'est-à-dire c'était comme si je devais tout casser là-bas dans la salle. Je m'en vais voir le professeur, je lui explique la situation. Le gars voit d'abord comment, c'est-à-dire que l'allure avec laquelle je suis venue lui expliquer les choses, il comprend que ici, la fille ici, il me dit non, que je ne m'inquiète pas. C'est comme cela que je lui envoie la partie que j'ai eu à traiter, partie qui a été intégralement rajoutée en fait au devoir final. Et pourtant, mon nom a disparu. C'est comme cela qu'il pose 2-3 questions, il investigue, il se rend compte qu'effectivement, j'ai bossé, mais les gars ont eu l'amabilité d'enlever mon nom du rapport final. Purée. Et il me dit que c'est pas grave, voilà. Il va me noter individuellement et puis il va noter le groupe tout seul. Le groupe a eu une note qui n'était pas trop ça. Et moi, j'ai eu 18,5. Pour vous dire, parce que je vous dis que ce n'est même pas une affaire que j'avais blagué. On peut dire que oui, c'est parce que si, c'est parce que ça qui m'a donné la note. Non, non, non. Le travail que j'ai fait de recherche, de fond, d'agencement, etc. Quand j'ai partagé, parce qu'à la fin, on devait se repartager les différents travaux. Quand mon travail est arrivé à l'autre groupe, etc., les gars sont venus à moi après pour me demander, oui, comment j'avais fait ça, comment j'avais fait ci, pour vous dire que j'avais mené un travail de fond. Les gars, ils savaient blaguer, et puis à la fin, ils n'ont quand même pas mis mon nom. C'était vraiment des jeunes qui, malheureusement, avaient leurs idées un peu arrêtées sur les personnes noires. Ça les engageait. Mais bon, ça ne devait pas influencer mon parcours parce que moi, je venais déjà de loin. Moi, j'avais déjà mes challenges. Vous imaginez, je suis déjà en train de réfléchir comment je vais payer ma maison, payer ci, ça. S'il faut encore que je réfléchisse sur comment je vais valider mes matières pour ne pas reprendre, ça ne va pas le faire. Parce que moi, je n'ai pas droit à l'erreur. Donc, c'est pour vous dire un peu, chers résilients, dans quel état d'esprit j'étais. Mais j'étais en mode, je dois seulement avoir le résultat. Et c'est ça, en fait, que les jeunes doivent avoir. Être dans ce mood-là,
je donne tout. Ça veut dire que je donne tout, tout et tout. Et quand on donne tout comme ça, ben, on est sûr qu'au moins à la fin, on a le résultat qu'on aspire à voir. Le souci de beaucoup, c'est que ben, ils se ménagent et à la fin, ben, ils sont en mode comment se fait-il que ben, j'ai échoué et tout, et ils commencent à pleurer, oubliant que l'échec, ce n'est que le résultat d'une absence de préparation, une absence de stratégie. La préparation ici, c'est relier vos cours, c'est être assidu en classe, c'est prendre le temps. Et c'est pareil dans le business. La préparation ici, c'est connaître votre marché, c'est prendre le temps pour comprendre votre client type, qu'est-ce qu'il souhaite, comment vous pouvez répondre à ses besoins, quelles sont les difficultés, les obstacles que le marché présente, comment vous pouvez aller au-delà de ces difficultés-là, comment vous pouvez overcome ça, comme on dit. Et malheureusement, quand beaucoup ne prennent pas le temps de faire ce travail-là, ils échouent et accusent en fait l'environnement, accusent les autres. Et il y a les champions en fait des excuses dans la communauté. Ça veut dire que vous leur demandez pourquoi ils ne sont pas là où ils devraient être. Et ils vont vous dire 1 million de choses, de raisons pour lesquelles ils sont à la ramasse. Et parmi ces raisons-là, ils ne vont jamais parler d'eux-mêmes. Et ça, c'est un gros danger. Un gros danger. Donc, chers résilients, il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec notre état d'esprit. Si vous pensez que quelque chose n'est pas possible, ben, ce ne sera pas possible pour vous, chers résilients. Et si vous pensez que c'est possible, ben, ce sera également possible pour vous. Donc ici, chacun doit prendre le temps justement de se questionner, prendre le temps pour comprendre son environnement, définir ses objectifs. Et une fois ses objectifs définis, ben, il fait le nécessaire. C'est très important. Parce que si vous ne prenez pas ce temps-là, chers résilients, je vous assure que vous allez vous retrouver toujours à être en mode recommencement dans votre vie. Et ce n'est pas l'objectif, malheureusement. Ce n'est pas l'objectif. Il faut un moment que vous avanciez dans votre vie. Il faut un moment que dans votre vie, on voit la différence. Là, j'avance. Là, je suis quasiment arrivée. Enfin, quasiment, presque. Je vous ai dit que ça devait prendre un peu de temps. Donc, on avait un moment d'échange en mode podcast, on va dire ça comme ça. Là, on est en train de retrouver l'autoroute. Voilà. On s'insère. Mode... on y va, quoi. Let's go. Je ne sais pas si vous reconnaissez où nous sommes, chers résilients. Mettez-moi ça dans les commentaires. Où est-ce que je suis actuellement? Où est-ce que je suis actuellement? Est-ce que ça vous parle, ce paysage-ci? Est-ce que ça vous parle? Partagez dans les commentaires. Dites-moi, dites-moi. Ah, si je vous disais que c'est le Cameroun, est-ce que vous allez me croire si je vous disais que c'est le Cameroun? Est-ce que vous y croyez, vous? On est au Cameroun, au 237. Vive le 237. Vive la République. Vive le Cameroun. Ah là là, dites-moi, chers résilients. Vous voyez comment on est déjà à un autre niveau au continent? Ah là 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 là. C'est la tension, hein? Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'on a envié en fait à d'autres personnes? Qu'est-ce qu'on a envié aux autres? Rien du tout. Rien du tout. Ah là là, rien du tout, chers résilients. Rien du tout. C'est la tension. C'est-à-dire qu'on est au 237. Qui doute encore de cela? Qui est encore en train de douter? Qui est encore en train de douter? Regardez ces espaces que nous avons au 237, au continent. Waouh! Le continent continental. Aïe, 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 aïe. Visualisez ça, chers résilients. Le niveau de développement au continent. Vous êtes toujours là en train de crier que oh, on n'a pas les routes. Oh,
La route tue au pays. Quelle route tue? Vous n'avez pas quelle route? C'est toujours en mode qu'on n'a pas les routes. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas la route ici. Ce n'est pas la route ici. C'est-à-dire qu'on doit vous laver au village avec l'arbre de paix. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est toujours en train de dire que oh, les choses ne fonctionnent pas. Oh, l'État ne fait pas son travail. Oh, il y a ci, oh, il y a ça. Non, mais regardez. L'État ne fait pas quel son travail. Oui, maman Sarah. Regardez le travail qui a abattu au quotidien. Vous dites que l'État ne fait pas son travail. L'État est monté, l'État est descendu. Oui, ok. Regardez nos airs. Ça dit que tout est indiqué. Vous avez des panneaux partout. Vous dites que l'État ne fait pas son travail. Dit qu'on va vous sanctionner. Ensuite, on va vous laver au village avec l'eau bénie, avec le funkung. Ça dit que l'arbre de paix, avec le jujube, on frappe ça sur votre tête. Oui, c'est important. Ça dit qu'il faut apprendre à bien parler de votre pays, à bien parler du 237 du continent. Oui, on est au continent là. Oui, ok, Maman Sarah. Oui, Maman Sarah. Regardez aussi comment le continent a changé. Oui. Oui, à Dondai. Dites-moi où je me trouve actuellement au continent. Oh là là, je suis en train d'avoir le hockey là. Oh, ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout, cher résilient. Oh là 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 là. Ça ne va pas le faire du tout. Oh là là, c'est désagréable. Quand les bébés ont ça, ils ont envie de pleurer, on comprend pourquoi. Vous dites qu'on n'a pas les échangeurs. Et anti. Ça c'est quoi? Coro, on n'a pas ça. Qu'est-ce qui manque? Regardez vous-même. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Vous dites que oh, on n'est pas patriote. Regardez, on a même nos drapeaux qui flottent là. On est patriote. Oui. Dites que oh, on a fait ceci, oh, on a fait cela. Et anti. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché, cher résilient? Là, on est dans un coin du Cameroun. Un coin qui est assez intéressant. Il fait bon vivre. Les gens sont disciplinés. Oui, les Camerounais sont disciplinés. Fâchez-vous comme vous voulez. C'est ce que je dis. Ils sont disciplinés. Ouh là là. Regardez comment ils sont disciplinés. Oh! Ils sont des bosseurs, oui. Ils bossent dur au quotidien. Dit que on n'a pas les routes. Vous voyez? Que on n'a pas les routes. Ça, c'est quoi ça? On appelle ça quoi? On appelle ça quoi, cher résilient? Ce ne sont pas les routes, ça. Ouf, ok. Oh my God. Oh, c'est très désagréable, vous savez. Là, je suis en train de rentrer à mon bunker là. J'ai fini. Oh purée, pardon. J'ai fini ce que j'avais à faire aujourd'hui et je suis en train de rentrer. Donc j'ai profité pour l'instant du trajet, pardon, pour vous faire cette vidéo. Donc moi je suis quasiment arrivée. Donc je vais vous montrer, on est en train de rentrer en fait dans la ville, dans une autre ville, parce que on sort d'une ville également. Donc là pour cette matinée c'est ok. C'est ok pour cette matinée.
arrivé à mon hôtel 5 étoiles. Ça s'appelle La Quinta, comme vous pouvez observer loin là-bas. La Quinta, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien là à l'écran. Ok, La Quinta, voilà ça. Donc, on va se garer. Welcome back home. Welcome back home. Donc, voilà, chers résidents. Merci pour ce moment partagé. C'était agréable. Pensez à mettre un pouce, un like, à partager. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.